m'appelle Beverly Pomeroy. Je suis une, une, une sœur, une amie. Je suis une partenaire. Je suis d'origine irlandaise, grégorienne et autrichienne. Mes noms ancestraux sont Pomeroy, Pomwa, Sillery et Van Birch. Je suis chercheuse quiz non binaire qui utilise les pronoms they, them et je suis chef de programme principal au sein de l'équipe sécurité des patients, équité et engagement à Healthcare Excellence Canada. Je suis heureuse d'être votre hôte aujourd'hui. Euh, donc, on essaye d'améliorer la qualité de la santé pour tous les Canadiens. J'aimerais commencer par rappeler que nous nous réunissons sur un territoire habité par les peuples autochtones depuis toujours. En particulier, je reconnais qu'on organise ce webinaire depuis les terres traditionnelles et non cédées non, non, connues sous le nom de Gabriela Island, une île qui est au sud du golfe de la côte ouest de la Colombie-Britannique, dans la mer Salish. Je tiens à remercier les aînés autochtones et les gardiens du savoir passé, présent et émergent pour la gestion de ces terres et pour leur contribution aux ontologies et épistémologies des autochtones en vue de guérison et bien-être pour le bien-être holistique. Donc, j'ai hâte à la discussion enrichissante qui va avoir lieu. Nous travaillons ensemble pour façonner le futur des soins de santé à travers le pays. L'épisode d'aujourd'hui est intitulé Sécurité des patients, sécurité culturelle et racisme anti-indigène. Dans le cadre de notre travail sur la sécurité des patients et l'équité à HEC, nous adoptons une nouvelle approche de la sécurité des patients qui inclut un concept plus large de préjudices tels que le racisme. La sécurité culturelle et la lutte contre le racisme sont essentiellement essentielles pour garantir les soins les plus sûrs. Malheureusement, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que leurs communautés, continuent d'être confrontées au racisme dans les soins de santé. Au cours de la santé d'aujourd'hui, on va écouter une liste d'expériences de différentes parties prenantes qui ont, qui sont passées par des expériences similaires au sein du secteur de la santé. Nous voulons adopter une approche holistique et nous vous invitons à partager vos questions à travers ce webinaire, que ce soit en français ou en anglais. Nous avons beaucoup de participants à ce webinaire, donc nous nous attendons à beaucoup de questions. Nous ferons de notre mieux pour répondre à la plupart de vos questions et on espère avoir le temps pour répondre à tout le monde. Alors, euh, alors que nous entamons ce webinaire, nous voulons nous assurer que nous prenions bien soin les uns des autres et que nous allons reconnaître que les sujets puissent être difficiles pour certains. Donc, nous vous invitons à mettre en premier plan ce qui vous aide à ancrer cela et à rester dans le moment présent. Euh, et j'invite Monica, qui est porteuse de savoir algonquin, à ouvrir cette session d'une bonne manière. Good. Well, for us, it's just turned good afternoon. Bonjour à tous. First of all, I'm J'aimerais situated tout on d'abord unceded vous souhaiter la bienvenue. Algonquin territory. Donc, je So, suis sur le Joshua, territoire welcome, algonquin welcome to our territory. et je vous invite à ce territoire. My name is Monique Banach, and I'm a member of Je the suis Algonquin Monique Tribe. Vanatch et je fais partie And I just wanted de to cette communauté, say de a few ce. words Je voudrais dire quelques mots this afternoon for me and this morning for others across cet après-midi pour moi, ce matin that pour ceux qui sont à l'autre bout du Canada. when I think about anti-racism and creating safe Lorsque je spaces, pense à I la get the création des idea espaces of sûrs, how à la lutte we contre le racisme, je and there réfléchis is a à story comment nous sommes tous of des êtres humain et que nous avons tous des when the histoires Creator de decided to make création. human Lorsque beings. le Créateur a He went décidé de directly créer to les êtres nature humains, elle est and allée au created reste de everything on création earth, all the plants, all parce the qu'elle animals. elle a We créé say tout one, two, fly, and avant then les there humains. was Elle a man. fait He made everything. créer les And plantes, so les animaux, ceux qui volent, ceux qui nagent. Tout and cela ont été créés avant. I'm Donc, elle thinking est about allée vers eux, elle leur a that dit, je same vais créer les creator êtres humains, mais ils vont created avoir de everything votre there aide was here parce in qu'ils the ne vont world. pas We're not pouvoir going to bien have fairies entendre, or bien frogs or birds
voir, ils ne vont pas avoir de fourrure, ils ne vont pas avoir de plumes. Alors le reste de la création se sont rassemblés, ils ont discuté entre eux comment est-ce qu'on va les aider, qu'est-ce qui va se passer. Donc ils ont décidé de ce qu'ils allaient faire. Ils sont revenus vers le Créateur et lui ont dit, on va aider ces êtres humains. On va avoir un feu sacré et tout le monde, toute cette créature a skill. sacrifice quelque chose à ce feu sacré. Ils ont dit, depuis le pain blanc, nous apprenons la patience parce que cela prend tellement de temps au pain, à l'arbre de pain de pousser, de venir haut. Des loups, on va apprendre les valeurs de la famille parce que les loups prennent soin les uns des autres. Et c'est les leaders, c'est les aînés qui mènent pour que tout le monde puisse suivre. Parce que si c'était les jeunes qui menaient, les autres ne pourraient pas suivre. De l'aigle, on apprend l'amour, la clarté, pas uniquement la clarté physique, mais la clarté d'esprit. C'est l'aigle qui fait ça parce que c'est celui qui vole le plus haut. Donc, de chaque animal, on apprend quelque chose. Des puces, on apprend la persistance, par exemple. Tout cela ont donné donc un cadeau à ce feu sacré. And in their minds and in their souls and in Donc, their toutes ces créatures ont offert quelque chose d'eux-mêmes. Et bien sûr, les êtres humains maintenant ont besoin de tous les êtres humains pour survivre. Nous ne serions pas là sans eux. Nous avons une dette envers eux, une dette de gratitude. Donc pour moi, cette histoire n'est pas uniquement une histoire qui veut dire que le Créateur n'a créé que les indigènes ou l'homme blanc ou les Asiatiques ou nos frères et sœurs noirs. La créatrice a aussi créé toute l'humanité. Nous partageons tous ces bénédictions, ces cadeaux de l'univers. Bien sûr, à des degrés différents, certains d'entre nous ont besoin de développer ces dons. Lorsque nous traitons de personnes malades, surtout les personnes malades, lorsque nous les traitons de manière quotidienne ou du moins récurrente, nous pensons que ça pourrait ça peut nous aider à comprendre cela. Peu importe ce qui nous arrive, nous avons tous des dons. Même si ces dons ne se présentent pas bien en ce moment, on doit quand même les reconnaître pour se connecter sur ce plan humain. On dit avec les personnes indigènes, lorsque lorsque les personnes non indigènes se rencontrent, ils se disent, Ah, salut, comment ça va? Ce qui est bien, mais dans la communauté indigène, on se dit, Ah, salut, qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est votre famille? Nom de famille, parce qu'on cherche toujours cette communauté, cette connexion, avoir une relation avec les autres, afin de mieux comprendre cette connexion, ces dons qui nous ont été donnés. Donc, moi, c'est quelque chose que j'essaie toujours de me rappeler lorsque je travaille à l'extérieur, même lorsque je fais la file euh, à la caisse et que ça prend beaucoup de temps, que certaines personnes prennent du temps. J'essaye de toujours garder cela à l'esprit. Parfois, ce n'est pas facile. La patience est un don que je cultive encore. Mais si nous pouvions garder cela à l'esprit, je pense que ça nous aiderait beaucoup à traverser nos journées et bien sûr d'allouer du temps à nous-mêmes dans les situations difficiles par lesquelles nous passons. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à avoir un résultat plus positif. Ça nous aide aussi à regarder au-delà des stéréotypes. Et ça, c'est le plus important, d'essayer de regarder au-delà des stéréotypes, des préjugés, à regarder l'être humain
qui se trouvent face à nous, qui partagent cet espace physique avec nous. Donc ainsi, je voudrais ouvrir cet espace, en faisant de cet espace un espace ouvert, un espace de partage, de joie, de sagesse, un espace sacré aussi, où nous pouvons nous sentir en sécurité afin de vraiment partager ce qui est dans nos cœurs et dans nos esprits. Donc, merci, créatrice, pour tout ce que vous nous avez donné, pour nous aider à bien vivre. Nous reconnaissons l'eau, les rivières, les ruisseaux, les océans. Nous reconnaissons et honorons les oiseaux, les animaux, les poissons et tous les bons êtres humains. Nous reconnaissons et honorons les plantes, les insectes et tout ce qui aide les plantes à pousser. Nous vous remercions pour le ciel, pour notre mer, la terre et tout ce qui vit sur sa surface. Nous reconnaissons et honorons notre capacité à apporter la paix les uns aux autres, surtout en temps de troubles et de problèmes. Ces mots que je parle aujourd'hui sont des mots forts qui nous impactent spirituellement et émotionnellement. Nous vous demandons à nous aider à arriver à la sagesse de nos ancêtres et d'apporter cette sagesse à cet espace, nous aider à apporter cette sagesse à notre vie quotidienne et à la partager avec nos amis, nos familles, nos communautés. Nous nous souvenons de nos amis, de notre famille qui ont été tués physiquement, mentalement ou par l'addiction. Nous espérons qu'ils auront la paix. Nous souviendrons de vivre notre vie avec respect pour tout. Achimigwich, Achimigwich, Achimigwich. Merci beaucoup. Je sais que cette discussion sera fantastique et je vous en remercie à l'avance. Merci beaucoup, Monique. Quelle excellente manière de commencer ensemble aujourd'hui. Donc, juste pour vous rappeler, nous avons des ressources pour le bien-être. Pour ceux qui en ont besoin durant cette session, après, je les ai postées sur le chat. Donc, je voudrais maintenant introduire et souhaiter la bienvenue à nos panélistes, Regan Bartel, euh, Bobby Paul et Alika Lafontaine, Lynn Kilkabouk, de venir d'ouvrir leur caméra. On va aussi faire un petit tour de table pour nous présenter, pour que tout le monde sache exactement qui est avec nous. On va commencer avec vous, Lynn. Merci, Monique. Je vais essayer de parler de ma chef et je m'excuse si je ne prononce pas ça bien. Tansei, Niaoma, Reagan Bartel. So I acknowledge all of you, my relatives. Je reconnais toute ma famille. Je suis au Muscatine, qui est mon pays d'origine. J'ai le plaisir d'être la directrice de la santé pour la nation métisse d'Alberta. Cela fait plus de 17 ans que je suis infirmière et je veux soutenir ma communauté de différentes manières et c'est un plaisir pour moi d'être ici et de contribuer à la discussion. Merci Regan. Peut-être Bobby, si vous voulez bien vous présenter maintenant, Bobby. Bonjour, je suis Bobby Palalouk. Vous pouvez vous référer à moi comme elle. Je suis d'Alberta, qui est au nord-ouest de la Provence, au nord-ouest de la province d'Alberta. Euh, je viens d'un territoire qui abrite beaucoup de nations indigènes, y compris les nations métisses de l'Alberta. Je suis une fille métisse, je suis une épouse, une mère, et je viens de la communauté la plus ancienne de la Provence. Je suis infirmière depuis 20 ans. J'ai travaillé dans plusieurs domaines de la santé,
infirmerie des premières lignes, la gestion, etc. Je suis secrétaire de la santé et des personnes aînées pour la nation métisse de l'Alberta. En tant que personne indigène, ce sujet est très important pour moi sur un plan personnel. Il y a 4 ans, j'ai fait le choix d'être plus impliquée dans ma communauté en tant que personne métisse et en tant que matriarche. Donc, après la publication qui a été faite en 2019, donc j'ai récupéré ma fille à l'école et et elle m'a demandé par rapport à ce rapport qui a été publié, elle m'a dit, est-ce qu'il est vrai que les femmes indigènes subissent plus que les autres ce genre de choses? Je lui ai répondu que oui. Elle m'a demandé, maman, je suis indigène, n'est-ce pas? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit oui, ma fille, tu l'es. Et j'ai vu le regard effrayé sur son visage. Elle m'a dit, est-ce que tu peux fermer les portes? Et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point elle était terrifiée parce qu'elle était. Parce que la situation par laquelle nous passons, dans laquelle nous vivons au Canada aujourd'hui, avec le racisme, la violence contre les femmes indigènes, a été à son paroxysme à ce moment-là. Et donc, j'ai fait le choix conscient de l'équiper des outils dont elle avait besoin pour faire face à sa peur, pour trouver de la force en ce qu'elle était pour pouvoir faire face à ce racisme. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a accepté notre culture. Nous avons façonné notre culture. Nous l'avons intégrée à notre maison, à notre communauté. Donc, ça va être ça, ma contribution à ce sujet. Merci beaucoup, Bobby, d'avoir partagé ça. Alika, voulez-vous passer maintenant? Merci pour tout ce qui a déjà partagé. Je suis Alika Lafontaine. Je suis du territoire Saskatchewan. Ma mère vient de l'île Pacifique, donc mes ancêtres sont mélangés d'endroits différents. J'ai grandi au Saskatchewan. J'appartiens à la communauté métisse. Nous sommes, je pense, bien représentés à l'Alberta aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, je suis ici depuis 12 ans. Je suis anesthésiste. J'ai aussi travaillé à travers le pays en tant que directeur dans des centres médicaux. J'ai vraiment eu l'opportunité d'être impliquée dans plusieurs projets. Ma Première Nation, etc. J'ai subi du racisme moi-même, avec ma famille aussi, sont passés par des expériences similaires. Donc, en tant que clinicien, comme beaucoup d'autres personnes sur ce panel, nous en sommes témoins tous les jours de ce racisme. Et cette conversation est importante parce que si nous ne donnons pas de voix aux personnes qui sont passées par des expériences similaires, alors on ne peut pas vraiment résoudre ce problème. Ceci fait partie de la sécurité des patients. Il faut aider les gens, non pas traiter médicalement uniquement, mais aussi les aider à se sentir bien, se sentir en sécurité. Il faut l'intégrer dans notre système. Et donc, je suis très, très heureux de faire partie de cette conversation, de cette dynamique. Merci beaucoup, Alika. C'est vraiment génial d'écouter votre expérience, votre euh, Lynn, pouvez-vous vous présenter aussi? Lynn Palabak. Ma mère est Tinouk de Pantektuk. Mon père est blanc. Je viens d'une communauté qui est très dédiée à l'aide de la communauté
toute notre famille sont très connus d'avoir aidé soit politiquement, soit dans la communauté généralement. Nous avons travaillé dans l'association Inuit originale. Nous avons intégré cela dans notre programme économique et de développement. Euh, Notre famille est venue ici au territoire algonquin et nous avons déménagé parce que nous n'avons pas réussi, notre fils n'a pas réussi à avoir les services qu'il méritait, dont il avait besoin. Il a un handicap développemental sévère et donc je comprends très bien comment est-ce que vous plaidoyez pour vous-même, mais aussi pour votre famille. Ma mère était la plus jeune de 9 enfants et donc mes oncles étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc au sein de notre famille, donc j'ai été témoin à beaucoup de soins médicaux, beaucoup d'entrevues avec les médecins, etc. Donc je travaille sur l'aspect développement économique dans une maison de retraite. Donc cette maison a vraiment grandi durant les 5 dernières années. On a changé notre approche pour aider les personnes à se sentir plus à l'aise lorsqu'ils demandent les soins de santé en Ottawa. Euh, Mes rôles précédents aussi, durant les 15 dernières années, m'ont donné une compréhension unique de la difficulté de la situation par rapport à ceux qui recherchent l'attention médicale et les soins médicaux dont ils ont besoin. Et donc, j'aimerais aussi partager leur expérience avec vous. J'espère aussi euh, que je vais éclairer quelques questions, que nous allons tous apprendre les uns des autres, que cette expérience sera positive. Je suis toujours très heureuse et j'ai toujours hâte d'écouter des expériences positives et de changement sur la situation. J'ai travaillé beaucoup avec la communauté de soins en Ottawa et donc ça m'a donné l'occasion d'écouter beaucoup d'histoires, certaines d'entre elles positives. Donc j'ai hâte. euh, Merci Lynn de partager, merci d'être avec nous aujourd'hui, et de partager votre sagesse avec nous. Donc je vais poser quelques questions pour explorer certaines connexions, cette question de sûreté, sécurité des patients. Bobby, peut-être on va commencer par vous. Donc, ça va être une grande question, hein. Mais juste pour commencer ce dialogue, est-ce que vous pouvez me décrire qu'est-ce que veut dire la sécurité culturelle pour vous par rapport à ce que nous avons discuté aujourd'hui, bien sûr? Je pense que cette sûreté comprend un ensemble d'actions pour créer un espace où les personnes sont soutenues sans jugement. C'est un processus où les fournisseurs de soins de la santé comprennent leur rôle et utilisent une approche pour soulager les traumatismes. Ils mettent de côté leurs biais personnels ou potentiellement leur manque d'information, tout ce qui pourrait affecter leur travail et leur service pour que les personnes puissent avoir le soin dont ils ont besoin, qu'ils méritent d'avoir. La sûreté, la sécurité culturelle aussi, concerne la réduction de stigmas, de stéréotypes, afin d'essayer d'être centré sur les clients, de mettre leur famille ou leur communauté même au centre de ce service, de ces soins en utilisant ces points forts qui sont
inhérent à leur culture, à leur famille, ou même à ces individus, pour les aider, pour les soutenir dans leur quête pour récupérer la bonne santé. Plus important encore, non, peut-être pas plus important, mais très important, je pense la sûreté culturelle à avoir avec l'expérience que vit le client. Ça demande une interaction respectueuse dans un environnement où il n'y a pas de discrimination. Et bien sûr, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas une liste de choses qui correspond à tout le monde. Il faut considérer différentes communautés, différentes nations, différentes personnes même. Donc, lorsque je pense à la sécurité culturelle, j'essaie de me mettre à la place du client. Comment est-ce qu'il se sent? Comment est-ce que ça apparaît pour lui? Et on peut faire tout pour que l'environnement soit accueillant pour les indigènes. all of the things. But if somebody Ils comes in s- mm, Des fois, on a l'impression qu'on fait les choses bien, mais si au final quelqu'un arrive et qu'il ne se sent pas bien compris, pas bien soutenu, pas en sécurité, eh bien, on n'aura pas réalisé cette sécurité culturelle. Et ceci, parfois, est le cas dans notre système de santé. On se focalise davantage sur les apparences que sur le reste. Merci, Bobby. J'aime beaucoup comment est-ce que vous avez expliqué cette relation patient, client, famille, communauté et comment est-ce que vous avez mis cela dans le centre ou au centre de cette interaction. J'aime aussi cette idée d'expérience vécue et c'est-à-dire comment se mettre dans la place, à la place du patient, du client pour comprendre son expérience, pour comprendre pour bien façonner cette approche qui peut encadrer le travail qu'on offre. Alika, je vais peut-être vous poser maintenant la question à vous. Repenser la sécurité des patients offre une compréhension plus large de la sécurité des patients et des préjudices, y compris les préjudices liés à des soins culturellement dangereux. Pouvez-vous décrire comment, selon vous, la sécurité culturelle s'inscrit dans le concept de sécurité des patients et le racisme dans celui des préjudices subis par les patients? Donc, de votre perspective, est-ce que vous pouvez nous éclairer? C'est une bonne question. Merci pour pour l'introduction sur la sécurité des patients. Ça comprend tout. Donc, on a parlé de la sécurité des patients avant et c'était euh, alors la limite qu'on ne veut pas dépasser, bien sûr, c'est la limite où on va faire du mal à ces personnes-là, ces patients. Si on prend les dernières années, alors pour pouvoir arriver à la situation où on va arriver, il faut ne pas penser en termes de limites. Il n'y a pas que l'aspect physique, il n'y a pas euh, que le mal physique qui peut faire du mal. Il y a aussi les émotions qui sont importantes. Parfois, ça peut paraître comme des concepts abstraits, mais ce n'est pas toujours le cas. Euh, Lorsque vous allez visiter un personnel de la santé ou un médecin, ou etc., il faut pouvoir communiquer de manière appropriée avec la personne. Vous devez avoir un niveau de confiance avec cette personne qui vous offre le soin parce que cette personne va guider dans votre chemin de la santé et du bien-être. Il faut garder votre esprit ouvert en tant que fournisseur du service de santé. Toutes ces choses sont importantes et font partie intégrante d'une culture d'environnement sécurisé. Il ne faut pas projeter de l'hostilité. Si vous êtes patient et que vous avez des choses difficiles à partager, mais qui sont importantes par rapport à votre situation médicale, vous devez vous sentir à l'aise pour pouvoir en parler.
Et si vous venez à un environnement qui vous met culturellement non sécurisé, qui représente un danger à votre santé, à votre vie, parfois qui va nuire à votre personne, eh bien, vous n'allez pas prospérer dans cet environnement-là, vous n'allez pas vous sentir en sécurité, vous n'allez pas pouvoir bénéficier du service que vous méritez. Et lorsque nous travaillons avec des personnes qui fournissent cet environnement culturel sécurisé, eh bien, je remarque que c'est l'approche d'équipe envers les patients qui aide vraiment à réaliser cela, à éviter le préjudice, le mal euh, qui risque d'arriver à ces patients. Il n'y a pas uniquement, encore une fois, donc les blessures physiques qui peuvent être dangereuses, mais aussi il y a le côté émotionnel. Il faut aider ces patients à arriver là où ils veulent aller. Lorsqu'ils sortent de cette expérience de soins, de traitements médicaux, ils ne doivent pas en être traumatisés. Bien au contraire, ça doit être une expérience positive. Et donc, j'espère que, à mesure que les personnes réfléchissent sur ces questions, ils réfléchissent à des exemples concrets sur comment est-ce qu'on peut évoluer dans un environnement culturellement sécurisé et de manière pas forcément abstraite. Ce sont des concepts qui ont un impact réel sur les personnes qui ont besoin du système de santé. Merci beaucoup. Erika. Je peux réfléchir à un exemple concret. Donc, au niveau de cette approche en équipe dont vous avez parlé, pour moi, c'est quelque chose de concret. Lorsqu'on a une équipe qui travaille au niveau du soin, avoir cet aspect de leadership également, c'est quelque chose à prendre en considération. Vous et Bobby avez mentionné l'idée d'être informé au niveau du traumatisme, etc., et de prendre ces informations en compte pour ne pas retraumatiser la personne qui vient se faire soigner auprès de nous. Et je voulais savoir si l'un ou l'une d'entre vous souhaitait partager une expérience en termes de sécurité pour le patient et comment est-ce que ça peut contribuer à causer des préjudices parfois. Alors, si je peux prendre la parole, je m'excuse si je m'exprime sans demander la permission. En fait, je voulais rebondir sur ce que Alika avait mentionné en termes d'aspect concret. Donc, vous avez parlé de cet aspect soins informés par le traumatisme. En fait, on a l'impression que c'est un petit peu un mot à la mode, mais je défie les personnes qui nous écoutent aujourd'hui de faire ce travail. En quoi consiste en fait le soin on est informé par le traumatisme. C'est pas juste quelque chose qu'on fait juste pour ticker pour cocher une case. Il ne suffit pas de dire que vous êtes informé sur les questions de traumatisme. Il s'agit vraiment de reconnaître votre propre démarche par rapport à ça. Moi, par exemple, en tant que femme métisse, je ne suis pas mère, je suis une tante, mais j'ai une position de pouvoir et je dois prendre ça en compte. Lorsque je fournis des soins, même dans ma propre communauté, donc on a des mesures concrètes qui commencent par avoir une meilleure compréhension de ce dont on parle. Donc, ces mots à la mode, entre guillemets, peut-être que le point de départ, en tant que mesure concrète, permettrait de favoriser la sécurité des patients, ce serait de prendre le temps de donner la priorité à essayer de mieux comprendre ce que signifient ces termes. Regardez vers vous-même, regardez vos voisins, les communautés autour de vous, essayez de les connaître dans ces espaces et appliquer ces définitions que vous venez donc de digérer, essayez de réfléchir un petit peu dessus et mettez-les en pratique. Quand on parle de sécurité des patients ou il s'agit de prendre, euh, de faire une démarche. Parfois, on est paralysé, mais on a des petites choses à faire. Ça peut être pas forcément résoudre le problème, mais faire une étape. Et une fois que vous avez fait la première étape, la deuxième est plus facile parce que vous allez trouver des alliés avec vous, vous allez constituer ces relations et vous allez commencer à créer une nouvelle culture où
on a la personne au centre, son expérience au centre, comment est-ce que cette personne se sent au niveau du soin. Avant, on le faisait, mais maintenant, c'est quelque chose qui manque. Voilà, c'était juste ma réflexion. J'espère que j'ai contribué à la discussion. Merci beaucoup, Regan. J'apprécie beaucoup et c'est vrai que ça peut être un petit peu intimidant, cette idée d'équité, de courage culturel également. J'aime beaucoup ce terme. Commencer à un endroit et bien sûr, on a des différentes évaluations, différentes mesures en tant que prestataire de santé, mais peut-être que commencer à mesurer en millimètres et pas en miles, ça peut être une bonne étape, un bon point de départ. Lynn, est-ce que vous souhaitiez parler de votre perspective? Alors, j'ai beaucoup apprécié les contributions des personnes qui sont vraiment au cœur des systèmes de soins et qui souhaitent voir comment est-ce que les choses peuvent s'améliorer. Et d'un point de vue du patient, essayer de voir quelle a été l'expérience du patient. Les patients veulent être écoutés tout d'abord et respectés par la personne qui est de l'autre côté. En prenant en compte le fait que parfois ça leur prend des mois ou des années d'avoir un rendez-vous avec le docteur, d'avoir le soin adéquat. Et il faut que les personnes se sentent à l'aise pour s'exprimer. Et donc, essayer de se débarrasser de tous ces stigmas, tous ces préjugés, apprécier la démarche d'une personne juste pour obtenir ce premier rendez-vous médical ou ce premier rendez-vous avec un spécialiste. Donc, reconnaître cette démarche. Parfois, il ne s'agit pas juste d'un petit trajet en voiture. Parfois, ça peut être 3 jours de voyage. Le patient reste parfois dans un endroit dans lequel il ne se sent pas à l'aise, mais parfois, vous devez être là pour pouvoir assister à votre rendez-vous. Et donc, lorsque les personnes reviennent aux fondamentaux, c'est beaucoup plus facile d'avoir une conversation. J'espère que ça aide. Oui, merci beaucoup. Alors, une fois de plus, réfléchir en termes de millimètres et pas de miles. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour créer des changements et pour sensibiliser à ce qui se passe. Et merci pour votre contribution. Alors, Regan, je m'adresse à vous. Vous travaillez comme directrice pour la santé pour la nation métisse en Alberta. Vous avez une expérience de 16 ans. Et je voulais savoir, dans votre perspective, comment est-ce que euh, le racisme participe, comprendre comment le racisme et les soins culturellement dangereux contribuent aux incidents liés à la sécurité des patients, en particulier chez les Premières Nations, les Inuits, les Métis et dans leur communauté. Alors, je vais me focaliser sur la connaissance de ma communauté. Donc, je ne veux pas représenter l'ensemble de la culture métisse. Il y a beaucoup de diversité à travers les terres métisses. Je voulais juste préciser cela pour que personne ne vienne vers moi et me dire, ah, vous m'avez prêté des paroles que je n'ai pas dites. Bien entendu, une des choses les plus incroyables au niveau de notre culture métisse, c'est l'importance des relations et de la relationnalité, entre guillemets. Donc, c'est là où est-ce qu'on commence avec nos communautés. On a ces liens sociaux que l'on a grâce à notre culture unique et notre expérience en tant que métis, mais au sein de ces expériences et de ces systèmes coloniaux qu'on a eus. Donc, les personnes métisses en tant que communauté sont une force culturelle. On a ces connexions sociales, que ce soit avec des amis, avec de la famille, avec des organisations comme le gouvernement métis au sein de la nation métisse offre en fait cet espace sûr pour poser des questions, pour avoir des connaissances culturelles, pour en fait vider son sac sans peur et pour naviguer à travers des systèmes qui ne font pas forcément de sens, mais à en faire grâce à ces connexions. Et ça permet d'avoir des opportunités de partager des rires, des histoires, de la nourriture. Ça fait partie de notre culture également. Ça a également davantage de bénéfices pour la santé. Mais les connexions sociales qu'on a pu le voir pendant la
pendant la pandémie pour nos communautés, lorsqu'on a été dépourvu de ce facteur, a été très détrimental, en particulier pour les anciens. Et le système n'est pas en place pour soutenir cela. Les relations, la relationnalité, on entend avec le temps qui passe. Par exemple, oui, je sais que j'ai l'air jeune, mais moi, je me souviens lorsque les médecins avaient la capacité, le temps de faire des visites à domicile. Ils savaient qui faisait partie de la famille. Ils pouvaient avoir ce temps et euh, la population a cru. On a maintenant des indicateurs de performance clés à remplir et maintenant l'ensemble des prestataires de santé, le personnel infirmier, etc. On a dû mettre de côté cet aspect relationnel et ça a eu un impact sur la sécurité culturelle, en particulier pour la communauté métisse qui aime s'asseoir et dire, alors, ma grand-mère est née à Batache. Est-ce qu'on pourrait avoir cette conversation? Ou si j'avais un docteur issu des peuples des Premières Nations, je pourrais avoir cette conversation où on pourrait parler de ah oui, ma grand-mère m'avait fait manger ça et c'était horrible, je n'étais pas malade lorsqu'on a fait ça. En fait, il nous manque tout ça dans notre système parce qu'on a toujours ces contraintes de temps et on n'a pas grandi en même temps que la croissance de la population. Et on va au-delà de la connexion avec les personnes, hein, au-delà de la connexion avec le territoire. Il s'agit de bien plus que de fournir de soins. Il s'agit de fournir un espace qui nous offre la capacité, par exemple, d'ajouter des choses à notre régime, par exemple, quand on parle de choses concrètes, eh bien, on cueille, on collecte de la nourriture traditionnelle, on a ce lien avec nos ancêtres, on a cet aspect spirituel qui est vraiment intégré dans notre culture, qu'elle soit définie par un individu, une famille, une communauté. Je pense qu'on a cette connexion culturelle au bien-être et c'est difficile de quantifier cela et c'est difficile pour le système de prendre cela en compte. Donc, ce déficit et la façon dont le système de santé nous accueille, avec des questions qui veulent juste rentrer dans le vif du sujet. Moi, bien sûr, je suis infirmière, j'ai utilisé cette technique une million de fois, mais je sais que ce n'est pas sensible culturellement. En général, on commence avec un salut, on connaît les familles, etc. Et on essaie de voir ce qui est bon dans nos vies avant d'établir quel est le problème. Mais on n'a pas forcément cet espace et malheureusement, la résilience, ça fait partie de notre culture. On entend ça de la part de notre culture. Ça, c'est parfois absolument épuisant d'être décrit comme étant un peuple résilient parce que ça veut dire qu'on a été forcé de l'être, n'est-ce pas? Et je pense que ça fait partie des choses qui impactent la sécurité culturelle. Et cependant, nous persistons, nous sommes toujours ici. Et je pense que c'est quelque chose qui permet un soutien également en termes de culture, de langue, un facteur de protection en particulier en ce qui concerne la santé mentale. On ne peut pas communiquer de manière efficace et être compris. Et comme Lynn l'a dit, les gens veulent être écoutés, entendus et respectés. Et parfois, ça peut être très difficile lorsque votre euh, langue maternelle est Cree ou Matchef ou une autre langue. Vous savez, les systèmes sont établis pour vous ne sont pas établis pour vous guider dans ces espaces. Et un des points forts en plus de l'aspect relationnel, c'est l'identité. Célébrer qui on est, avoir ce sens de fierté, qui est un facteur de protection pour la communauté métisse, comme ils me l'ont décrit. Et souvent, c'est mis de côté et c'est complètement avalé. Regardez-moi, par exemple, on sait qu'on a une diversité et on a une visibilité de l'apparence des métis au Canada. Mais si moi, par exemple, je m'attache les cheveux, je dis pas que je suis métisse, c'est très facile pour moi de passer entre guillemets et ça enlève un facteur de qui je suis. Mais je ne devrais pas ad- adopter cet aspect métis pour l'être, pour être retenu en tant que tel. Et c'est quelque chose, euh, si on arrive à mieux se célébrer, ça peut avoir un impact positif.
Merci. Alors, on en revient à cette question de position, la relation également entre qui les personnes sont, avec la relation avec la communauté et cette idée d'identité, de ne pas avoir à retirer son identité, parce que c'est comme cela qu'on a des relations. Et je pense que ce sont vraiment des mots très sages. Merci beaucoup d'avoir parlé de cet aspect de relation, de cet aspect de culture. On a vraiment donc cet ensemble au cœur de la conversation d'aujourd'hui. Et je sais que la résilience, oui, ça décrit un autre processus, ça paraît. C'est également un mot important, mais qu'est-ce qu'on fait pour activer cette résilience? Et est-ce que l'identité fait partie donc de ce processus? Peut-être qu'il pourrait y avoir un autre terme à utiliser. Bien, on va venir vers vous. Donc, vous vous occupez des communautés en Alberta. On a parlé donc de la déconnexion lors de la pandémie. Est-ce que vous pouvez parler euh, donc des personnes qui vivent dans les régions du Nord, les personnes âgées dans les communautés rurales en Alberta? Est-ce que vous pouvez nous parler d'intersectionnalité chez les personnes âgées et les métis? Donc pour ceux et celles qui sont un peu plus âgés comme moi-même, je vais tout d'abord vous expliquer en fait en quoi consiste l'intersectionnalité. Je sais que c'est un terme qui est né dans les années 80, mais qui a commencé à être vraiment utilisé au cours des 8 ou 10 dernières années lorsqu'on avait ces conversations. Donc, en fait, c'est un concept selon lequel toutes les oppressions sont liées. On a une nature interconnectée entre les catégories sociales telles que euh, la race, la classe, l'âge, le genre, l'identité de genre. Donc, tous ces différents aspects qui créent une interdépendance et une superposition avec les systèmes de discrimination et de désavantage. Donc, pour nous, c'est reconnaître le fait que chacun a sa propre expérience unique face aux discriminations et à l'oppression, et on doit tout prendre en compte ou prendre en compte l'ensemble de ces éléments qui pourraient euh, donner lieu à la marginalisation des personnes, que ce soit au niveau de l'âge, de la capacité physique, de la sexualité, de la race, etc. Tout ce genre d'éléments qui peuvent interagir les uns avec les autres, avoir un effet. Donc, pour répondre à votre question, on a des données selon lesquelles les personnes autochtones continuent, en fait, le système n'arrive pas à adresser les inégalités sociales et peut être influencé par ces facteurs, donc ethnicité, apparence physique, culture, race, etc. Donc toutes ces choses peuvent donner lieu à des disparités parmi les peuples autochtones et c'est également bien documenté qu'il y a un écart énorme entre eux, donc les Canadiens en général, entre guillemets, et les peuples autochtones. Donc les personnes âgées autochtones font face à davantage de problématiques, donc à une espérance de vie plus faible, plus de pauvreté, etc. Et tous ces aspects peuvent avoir un effet sur le bien-être, à la fois physique et au niveau de la santé mentale. On a également un niveau moindre d'éducation, au niveau des peuples ruraux, on a une mortalité plus importante que les personnes dans les villes. Et donc, on a ces disparités également en termes d'accès et d'utilisation des services de santé dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines. En termes de mortalité, la plupart des communautés autochtones ont un manque de personnes qualifiées, de soignants qualifiés. Et donc, parfois, les personnes n'ont pas des diagnostics à temps pour des conditions plus complexes, ce qui les met à risque, en fait. Euh, et ils sont plus sujets à un environnement non sûr. Parfois, donc,
ils ont accès à des soins infirmiers plutôt que des soins par un médecin. À cause de toutes ces restrictions, ces communautés se tournent davantage vers les soins urgents plutôt que au niveau des services de prévention et d'éducation. Donc, au niveau des communautés indigènes du Nord et rurales, sont souvent très éloignées. Donc, dans ma zone, la situation est comme celle-là. Comme celle-là, on a également donc moins d'interactions avec des médecins, ce qui donne lieu à moins de consultations avec des spécialistes et donc plus de maladies chroniques, etc. Et également par rapport aux discriminations, donc les prestataires de soins souvent ne reconnaissent pas l'impact de la colonisation sur les communautés autochtones ou parfois ils sont dans une situation où ils décident d'ignorer ces déterminants sociaux pour se focaliser sur la maladie et c'est quelque chose qui peut en fait euh, décourager à avoir accès au système de soins et lorsque les gens ont enfin accès à un médecin, leur état de santé est bien pire que celui d'une personne qui aurait eu accès à ces soins plus tôt. Donc, beaucoup de nos anciens métis ont souffert un impact de la colonisation. Ils ont survécu aux écoles. Ils sont moins aux écoles résidentielles, pardon. Ils ont moins d'accès aux soins. Ils peuvent se sentir comme étant un poids lorsqu'ils posent des questions au niveau de leur santé, lorsqu'ils ont accès à ces soins de santé. Et ça peut être également un facteur qui ferait qu'ils sont plus réluctants à chercher des soins. Et Lynn a parlé des distances, en fait, qui est un facteur très important pour nous dans les communautés rurales et du Nord, puisque l'accès aux soins de santé est également influencé par l'accès au transport. Et toutes les personnes de des parties rurales et du Nord connaissent cette situation. On a un manque de transport avec des grandes distances à couvrir pour avoir accès aux services et ça a vraiment un impact sur l'accès aux soins de santé et à la capacité d'assister à des rendez-vous médicaux. C'est, alors, c'est une grande conversation, Bobby. C'est beaucoup, beaucoup de choses. On a beaucoup de choses ici. Lynn, je suis curieuse est-ce que vous pouvez peut-être rebondir sur ce que Bobby vient de dire? J'aimerais avoir votre contribution au niveau de la conversation. Alors, pour nous, le même type de défi, mais non seulement pour les anciens, mais pour tout le monde, les enfants, etc. Donc, à Nunavut, on a surtout des infirmières, sauf si vous vivez dans une grosse communauté où vous aurez accès à des hôpitaux, mais sinon, il faut se référer à l'infirmière en espérant être écouté sur donc quels sont vos symptômes, en espérant n'avoir aucun préjugé au niveau des cultures, au niveau de la famille, etc., afin d'obtenir ce soin. Ensuite, avoir ce rendez-vous avec les spécialistes ou même un rendez-vous avec le docteur. Et après, il y a une rotation des médecins. En fait, il y a très peu de médecins qui restent dans une communauté longtemps. Donc, on a cette rotation. Donc, vous parlerez par exemple à un premier médecin qui vient de cette rotation. Euh, Bobby parlait de ça. Donc, à Nunavut, on est exposé à ce genre de problématiques. Si vous vivez dans la capitale, vous pourrez avoir le même médecin, mais ces défis peuvent conduire une personne à se sentir moins en sécurité. Donc, on a ces traumatismes, les gens ont peur que leurs enfants leur soient retirés. Parfois, des personnes ne savaient pas vraiment ce qu'il fallait faire parce qu'on leur avait pas dit quel type de rendez-vous ça allait être. Donc, vous allez chez le médecin, mais vous ne savez pas ce qu'on va vous dire une fois que vous y êtes.
à moins que quelqu'un soit organisé, etc. Mais il faut donc l'aide d'un membre de sa famille et parfois les gens n'ont pas accès à ce genre de soutien. Et parfois, vous allez entendre la pire nouvelle ou la meilleure nouvelle de votre vie parce que parfois, on n'a pas de rendez-vous avant un stade très avancé du problème et le médecin va vous dire, bon, bah, il ne me reste que 15 minutes, quel type de soin est-ce que ça va être? Alors, le soin, ça va impliquer l'ensemble de votre communauté, l'ensemble de votre famille parce que les gens vont devoir euh, vous amener l'un après l'autre pour ces visites et parfois ça peut prendre 3 jours pour votre rendez-vous. Donc, on a besoin de plus d'une visite pour prendre une décision. On a cet aspect du soin familial, d'impliquer tout le monde. Alika a parlé de ça également, hein. L'ensemble de la communauté prend soin des gens. C'est comme ça que les Inuits le voient, c'est comme ça que nos familles l'envisagent, puisque les personnes peuvent perdre leur emploi lorsque quelqu'un doit avoir accès à des soins parce qu'ils sont partis trop longtemps. Donc, on veut être respectueux et écouter ce que les médecins ont dit et quel type de décision doit être prise. Merci beaucoup, Hélène. C'est très important. Je pense qu'on a vraiment bien souligné ces expériences. Et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour soutenir les services? Alors, peut-être que je vais m'adresser à vous en termes des barrières et des défis. Vous avez parlé de, euh, de soins en toute sécurité. On avait une question dans le chat par rapport à des médecins autochtones qui ont partagé leur expérience de racisme dans le système de santé. Donc, comment est-ce que ça a un impact sur la sécurité des soignants? Et une des questions dans la boîte de clavotage, c'était est-ce qu'il y a quelqu'un au sein des écoles médicales qui travaille de manière active pour créer un intérêt et pour soutenir les personnes autochtones, pour essayer de recruter davantage de médecins dans ces espaces? Donc oui, on a cette expérience, mais maintenant, comment est-ce qu'on encourage également les Inuits, les Métis, les personnes des Premières Nations pour qu'ils puissent rejoindre le monde du soin pour fournir ces soutiens dans les communautés où Lynn, comme l'a dit, où ils se sentent le plus en sécurité, où on a vraiment cet aspect communauté et famille. Donc, Aleka, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus à ce sujet. Oui, alors, j'ai beaucoup apprécié le partage d'expérience des panélistes. On parle vraiment du monde concret plutôt que de la réalité sur le terrain plutôt que de la théorie. Et une des choses que j'essayais de, de communiquer à travers les années, c'était qu'on obtient les services de santé qu'on a conçus. Donc, dans les années 70, on envoyait les patients inuits par avion. Parfois, c'était une distance aussi grande que Winnipeg et Los Angeles. Donc, c'est extrêmement loin. Ces personnes étaient seules. Personne n'était là pour les aider à apprendre les différences culturelles, etc. Parce que la façon de faire sont très différentes lorsque vous venez d'une communauté traditionnelle du Grand Nord par rapport à une ville dans le Sud. Donc, au lieu de créer des opportunités, on a choisi de ne pas construire les choses. Donc, si vous regardez par exemple les communautés indigènes à travers le pays, une des choses qui est frappante pour moi, c'est que dans un certain nombre d'endroits, si vous avez une ville et que vous avez une réserve, on va dire, la ville a toujours la clinique. Même si la ville est plus petite que la réserve des Premières Nations, peu importe l'expérience, les ressources sont toujours allouées à des lieux qui ne sont pas dans des réserves. Dans le Saskatchewan, où j'ai grandi et où je suis née, on avait des politiques où on n'avait aucun investissement dans les soins de santé, dans les réserves. Il y a également une politique en place depuis un certain nombre d'années qui change maintenant, mais les seules
prestataires de santé seraient du personnel infirmier. Donc la question est, pourquoi est-ce que vous n'avez pas de médecins? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'équipe de soignants qui fonctionnent très bien? Alors pourquoi est-ce qu'on les laisse seuls sans soutien? Parce qu'on a décidé de ne pas les financer. C'est ça le problème. Et ça a un impact extrêmement conséquent. Si vous avez un personnel infirmier en charge d'un centre infirmier qui fournisse des soins urgents, si le personnel infirmier peut appeler quelqu'un pour avoir de l'aide lorsque quelque chose est hors de portée, euh, euh, je ne pense pas que ce soit un manque de volonté, mais dans certains cas, on doit envoyer quelqu'un par avion parce qu'on n'a personne qui peut apporter un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, ce sont des choses qu'on a conçues et je pense que changer notre perspective, donc de l'idée que toutes ces choses ont eu lieu parce que c'est comme ça a toujours été le cas. Non, c'est parce que le système a été conçu comme ça. Et j'en reviens à ce qu'on disait auparavant. Si vous avez un environnement qui n'est pas sûr culturellement, c'est parce qu'on l'a créé comme étant non sûr. Alors pourquoi est-ce qu'un prestataire pense qu'il peut utiliser un gros mot ou être offensant? Si vous regardez l'expérience, moi par exemple, j'ai regardé la vidéo de 12 minutes. Vous savez, à la fin, la personne qui maltraitait la patiente, qui a pris le téléphone et l'a éteint, il y avait il y avait aucune peur en fait que tout ait été enregistré. La personne se sentait tout à fait à l'aise avec ce qu'elle avait dit. Et pour en revenir à créer ces environnements propices aux soins, la première chose, c'est que lorsqu'on a un, un environnement sûr, c'est bon pour le patient, mais également pour le prestataire, parce que ça doit être horrible d'avoir ce niveau de tension dans votre travail et d'avoir autant euh, vraiment ne pas aimer les patients que vous traitez. C'est vraiment quelque chose de désagréable également. Et donc, pour la deuxième partie de la question, je pense que l'expérience du racisme, lorsqu'on en parle ouvertement, on commence à mélanger les expériences négatives par rapport aux expériences racistes, parce que parfois, on a des gens à travers le pays qui attendent 16 heures pour, euh, pour des soins urgents. Mais est-ce que c'est toujours lié au racisme? Ben non, pas toujours. Parfois, tout le monde a le même genre de problème urgent, vous savez. Mais si on ne parle jamais avec les personnes de la réalité, de ce qui se passe au niveau des systèmes de santé, ils vont prendre ce traumatisme de leur expérience passée et l'appliquer à la situation actuelle et ils vont commencer peut-être à voir une différente perspective par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc, une prestation de soins sûre permet aux prestataires de voir les choses différemment et d'avoir une autre relation avec le patient et d'avoir de la sécurité également. Par exemple, je parlais à des collègues qui avaient un moral très bas, qui n'avaient pas l'impression vraiment de bien fournir les soins, des médecins, du personnel infirmier. Et je pense qu'un environnement sûr au niveau culturel, ça peut vraiment encourager. Vous vous rendez compte, vous pensez que vous êtes important pour eux et ils sont importants pour vous, et à la fin de la journée, c'est le type d'environnement qu'on souhaite obtenir au niveau des soins. C'est génial, Alika. Merci beaucoup pour cela. Donc, cette idée de racisme, de pouvoir en parler, de pas avoir, d'avoir l'opportunité d'en parler, c'est important. J'aime beaucoup l'idée aussi que les professionnels de la santé vous voient et que il doit y avoir une connexion
vous êtes importants, ils sont importants. Donc cette approche d'équipe, merci d'avoir partagé cela. Regan, si je reviens vers vous, vous avez fait partie de l'équipe de la nation métisse de l'Alberta qui a mené l'intervention contre le virus COVID-19. Pendant cette période, vous et votre équipe avez mis en place la première clinique de vaccination dirigée par des métis au pays. Donc, cette notion nous semble étrangère, mais surprise, surprise. Donc, pouvez-vous parler des éléments de sécurité culturelle a été incorporé dès le début? Parce que il me semble que c'était un processus. Pour nous, pour la communauté métisse, ça ne nous surprend pas. Nous avons toujours eu la capacité, et nous savons que nous avons la capacité de nous occuper les uns des autres. C'est comme ce qu'a dit le docteur Lafontaine. Si on a les ressources et qu'on nous laisse construire cela bien, on peut le faire. Et donc, c'était une opportunité qui nous a été donnée. C'était le point positif de la pandémie. On nous a donné les ressources et lorsqu'on parle des facteurs de protection que j'ai mentionné tout à l'heure, la relationnalité, l- nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le système de la santé, donc le colonialisme, l'assimilation des personnes, les communautés métisses, nous savons tous ce qui s'est passé. Donc il y a ce manque de confiance qui est compréhensible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les choses des mains des autorités médicales et nous avons utilisé quelque chose que nous avons transformé en gouvernance, autogouvernance. Au lieu de rendez-vous, on a mis une plateforme de rendez-vous pour que les personnes n'aient pas à nous appeler par téléphone, à demander des questions sur le vaccin sans avoir été identifiées par le système. Donc, on a enlevé ça. On a fait des campagnes de sensibilisation dans la communauté pour pouvoir sensibiliser sur ces positions, sur ces choses. On n'a pas organisé ça dans les cliniques, on a organisé cette campagne de vaccination dans des endroits où nous organisons les rassemblements qu'on organise en général. C'est des endroits où on partage la nourriture, où on danse, où on s'écoute les uns les autres quand il y a un succès parmi notre nation. Donc, on a utilisé des endroits qui sont déjà sûrs et où on se sent bien. Vous pouvez prendre aussi des choses. Il y a des choses qui sont culturelles, qui nous apportent beaucoup de confort, beaucoup de bien-être, qui ne sont pas forcément sécurisées. Mais l'importance pour nous, c'était la communauté. On avait des infirmières métisses, des médecins métis. Ils étaient sur place, ils répondaient aux questions en direct pour que les personnes pouvaient obtenir des informations sécurisées ce jour-là même. Donc, on a rendu ça accessible. On a soutenu les différentes personnes à arriver à l'endroit en question. On les a aidés à voyager jusqu'à 8 heures parce qu'ils se sentaient plus sécurisés, ils sentaient que c'était plus sûr de recevoir le vaccin de nous que dans une clinique normale. Donc, ils étaient prêts à voyager toute cette distance pour arriver à cet espace sécurisé où ils se sentaient eux-mêmes sécurisés. Je vais parler de la sécurité culturelle, mais il ne faut pas oublier les personnes qui ne sont pas indigènes. Nous avons beaucoup de praticiens, beaucoup de professionnels de la santé qui a donné donc des injections aux Métis, aux Premières Nations et tout simplement à des personnes qui sont nos alliés sans pour autant être métis. Et on a pris le temps de discuter avec eux. Est-ce que vous savez pourquoi cette clinique est si importante à notre communauté?
Est-ce que vous avez une idée sur le traumatisme subi par nos nations à travers l'histoire, des essais sur des personnes, des fois des essais cliniques, des expériences menées sur des personnes? Donc, si vous avez cela, ça vous aide à comprendre pourquoi notre communauté est tellement heureuse. Elle vibre carrément de pouvoir venir recevoir ce soin dans cette clinique. Ce n'est pas uniquement médical, c'est colonialiste, c'est un héritage colonial. Et nous avons essayé de ne laisser personne derrière. Et donc, nous avons compris qui nous étions en tant que nation. Nous avons compris notre héritage colonial et du coup, ces personnes-là se sentaient à l'aise de pouvoir donner ces soins à la communauté. Donc, voici quelques idées importantes. Pendant la COVID, il y avait beaucoup de peur par rapport au nombre de vaccins. Vous pouvez imaginer avec l'histoire colonialiste que voir des personnes en uniforme qui vont sécuriser les vaccins n'est pas forcément un signe de sécurité pour nos communautés. Alors, dans notre cas, lorsqu'on avait un problème, un conflit, ou même un conflit verbal ou physique, on n'a eu aucun conflit, au fait, ni physique ni verbal. Mais on était prêt à faire face à cela, à décompresser la situation pour pouvoir offrir un espace sécurisé, un espace où tout le monde peut se sentir à l'aise. Et donc, nous avons aussi géré nous-mêmes la question de rendez-vous et les aînés ont bien sûr contribué pour s'assurer que toutes les familles sont immunisées, que les aînés aussi soient immunisés pour qu'ils continuent à apporter les soins qui sont faits au sein de la communauté. Donc, on n'a pas oublié les liens familiaux, les liens dans la communauté. On a célébré le fait qu'on avait l'opportunité de nous protéger les uns les autres. On ne s'est pas tant focalisé sur le fait d'avoir une clinique, on s'est focalisé sur l'aspect humain. Et lorsqu'on construit ce genre de programme, on ne le fait pas pour un ensemble d'indicateurs, on le fait pour le côté émotionnel pour les gens. Et les professionnels de la santé, au final, ils ont exprimé qu'ils avaient s'était passé par une meilleure expérience à travailler dans nos cliniques que dans les cliniques, les autres cliniques. Et donc, et bien sûr, ce n'est pas une surprise. Lorsque vous offrez une clinique où il n'y a pas de racisme, il y a une ambiance culturelle qui est accueillante et acceptante, eh bien sûr que ça va être mieux. Même si on l'appelle autrement, le sentiment est le même et toute l'humanité peut le sentir. Ce que nous avons réalisé n'est pas une science compliquée, c'était juste investir dans les bons endroits et faire les choses bien. Est-ce que j'ai eu une autre opportunité pour faire ça? Non. Pourquoi pas? C'est une question qu'on doit se poser, une question pour les participants. Que font vos organisations pour prendre des actions aussi simples, aussi faciles, des investissements si à la portée? Est-ce que ça ne serait pas génial de pouvoir faire ça pour d'autres questions? Je pourrais aider, bien sûr, mais malheureusement, nous ne sommes pas considérés comme priorité. Mais en tout cas, merci pour la question. Euh, pour... Non, je suggère que tout le monde commence à réfléchir en termes de indicateurs clés. Merci. Peut-être les indicateurs doivent changer maintenant. Maintenant, j'aimerais faire savoir aux panélistes que le chat n'est pas public. Par contre, les panélistes
ont fait des commentaires extraordinaires, très, très, très bons commentaires. Donc, merci beaucoup. Nous sommes très, très reconnaissants à vous d'avoir partagé vos histoires, d'avoir partagé vos expériences dans ces domaines. Il nous reste 15 minutes et j'aimerais pouvoir avoir l'opportunité de vous demander à chacun d'entre vous quelles sont les conclusions, les conclusions les plus importantes de cette conversation, les choses qu'on doit prendre avec nous et pour aller de l'avant. Bobby, je commence avec vous peut-être. Je m'excuse. Alors, je pense qu'en tant que leçon à retirer, moi, j'ai vraiment apprécié les interventions et les retours de toutes et tous. Je ne pense pas qu'il y ait une chose en particulier qui a été plus précieuse qu'une autre. Et je pense que j- j'apprécie vraiment le fait que vous m'ayez invité à participer à ce panel. Et je voulais également remercier les participants qui se sont enregistrés et qui nous ont rejoints aujourd'hui pour nous écouter et pour apprendre. Je voulais, je pense, sachant que j'ai travaillé dans le secteur de la santé depuis 20 ans, je comprends que beaucoup des participants aujourd'hui travaillent dans le domaine de la santé. Je comprends que beaucoup d'entre vous sont surchargés, vous n'avez pas assez de personnel et vous avez consacré du temps pour apprendre. euh, Vous avez pris du temps pour des opportunités d'apprentissage comme celle-là. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier d'avoir consacré du temps aujourd'hui pour nous écouter. Et peut-être que s'il y a une chose à retenir pour elles et eux, au niveau de toutes les petites choses qu'ils ou elles peuvent faire, si dans le temps qui leur est imparti, soyez respectueux, faites preuve de gentillesse envers tout le monde. Ce n'est pas très compliqué. Traitez chaque client comme vous aimeriez que vos familles soient traitées. Toutes ces politiques organisationnelles, ces initiatives inclusives n'ont aucune valeur si les membres de nos communautés, euh, vous voyez, vont dans le service d'urgence pour un problème et qu'on est traité comme si on était des addicts. Donc, juste un changement peut changer la culture et la sécurité de notre système de santé. Et ça, c'est ce qui va vraiment avoir un impact le plus conséquent en ce qui concerne le racisme auquel les peuples indigènes font face. Merci beaucoup. Lynn, peut-être en une minute, quelles sont les leçons à tirer pour aujourd'hui? Alors, je veux totalement faire écho à ce que Bobby a dit, mais en plus, en tant il faut prendre en compte le fait que les peuples de Première Nation, les Métis et les Inuits sont différents. Et donc, ce n'est pas un problème de demander aux patients, est-ce que vous êtes Inuit, Première Nation ou Métis? Les Inuits sont très fiers de dire qu'elles sont Inuits, donc ce n'est pas un problème de poser la question du moment que ce soit fait de manière respectueuse. Nous avons été colonisés il n'y a pas si longtemps, mais nos problématiques sont les mêmes, je pense, et nous voulons les mêmes choses. Nous voulons être entendus, pris en compte lorsqu'on veut exprimer, lorsqu'on a besoin de soutien. Merci beaucoup. Alika, une minute. Alors, une chose à laquelle je me réfère constamment, donc il s'agit en fait d'être là. Au niveau des écoles résidentielles, je travaillais avec un survivant dans le Saskatchewan et on parlait de traumatisme, comment est-ce que les gens vivaient parce que ce par quoi ils étaient passés. Et on m'a dit, les gens qui ont fait l'expérience de traumatisme veulent le partager, mais les gens ne sont pas prêts de les écouter. C'est pour ça qu'ils ne partagent pas leur traumatisme. Parfois, on surcomplique les choses pour les personnes qui veulent améliorer donc l'accès aux soins. Mais si vous n'êtes pas présent, si vous ne vous
préparez pas à accueillir les expériences traumatiques des personnes liées à certains systèmes. Ces personnes vont partager cela. Si vous êtes là pour eux, elles vont être là pour vous et vous allez construire quelque chose à partir de ça. Merci beaucoup, Alika. J'apprécie beaucoup cette contribution. Regan, vous avez 1 minute. Alors, je pense que la leçon à tirer, c'est vraiment un mot d'encouragement. Ces conversations peuvent être lourdes, parfois vous pouvez vous sentir paralysé, ne pas savoir où commencer, mais je pense que c'est comme le docteur Lafontaine le disait, soyez présent, vous êtes responsable de votre propre intégrité, de votre manière de travailler, de comment est-ce que vous envisagez une politique, comment est-ce que vous interagissez avec un patient, avec une famille, avec une communauté. C'est important, c'est ce concept. Moi, j'ai eu la chance d'exercer dans une communauté où ils avaient ce concept d'une goutte dans un seau. Parfois, on a l'impression qu'on ne fait rien, c'est juste une goutte dans un seau. Mais si vous bouchez les trous, chaque goutte va rester dans le seau. Ça va s'ajouter et au bout d'un moment, vous aurez un seau rempli. Vous voyez? Et donc, je vous encourage à commencer petit avec vous-même et vous vous rendrez compte qu'une fois que vous êtes établi, que vous travaillez de manière positive, le personnel va s'en rendre compte, va être inspiré, va vouloir être le professionnel aussi plein de compassion que vous êtes et vous allez passer à une position plus élevée. Et en fait, ces gouttes dans le seau vont les suivre parce que ce sont les vecteurs de changement dans un autre espace. Et cette intégrité, ce travail que vous avez fait personnellement, maintenant, va être transcrit dans des changements de politique qui sont plus sûrs culturellement pour les membres de nos communautés, peut-être plus d'éducation pour le personnel parce que vous pouvez réfléchir à de quoi est-ce que j'aurais eu besoin, de quoi est-ce qu'on a besoin pour être cette personne gentille et pleine de compassion. Donc, mon mot d'encouragement, c'est soyez cette goutte d'eau. Soyez cette goutte dans le seau parce que au bout d'un moment, ces gouttes s'ajoutent. Regardez vers vos propres cœurs. Soyez responsable de vous-même et les choses suivront. C'est une petite étape. On n'a pas besoin de tout résoudre en une journée. Soyez une bonne personne. Merci beaucoup, Regan. Merci beaucoup. Au niveau de la conversation, merci à notre public. J'encourage vraiment les personnes à rester là. On a Monique qui va revenir pour clôturer la séance, mais pensez à vos cœurs, pensez à comment est-ce que vous voulez faire les choses. C'était une conversation extrêmement enrichissante et pleine de sagesse. C'est vraiment l'opportunité de traiter tout ce qu'on a entendu au cours de cette heure et demie. Mais merci pour cette conversation si fructueuse. J'espère que vous avez trouvé cette séance très informative. Vous allez avoir un mail de suivi. Vous allez pouvoir partager les ressources avec vos collègues. On va également inclure les liens des ressources des différents panélistes. Et votre retour est extrêmement important pour les sessions à venir. Donc, nous vous invitons vraiment à nous donner un retour sur la séance d'aujourd'hui. On va vous mettre un sondage à l'écran et on aimerait que vous puissiez donc vous exprimer. Et si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas par email, etc. Mais je voulais vraiment remercier Regan, Alika, Bobby et Lynn pour votre générosité, vos réflexions, votre sagesse. Et merci également à le public qui nous a rejoints. Donc, on va mettre ce sondage à l'écran et je donnerai la parole à Monique dans quelques minutes. Great. So whenever the team wants to close that poll, Alors, je ne sais pas and then if we can quand est-ce que le invite sondage sera fermé. Ensuite, on va pouvoir inviter Monique à clôturer la session. Mais une fois de plus, je voulais inviter Crystal. le public
à rester quelques minutes de plus pour écouter Monique. Merci, ça a été une conversation très touchante, très courageuse, et c'est difficile de parler de ce genre de choses sans devenir vulnérable, sans laisser cela vous impacter émotionnellement. Ça m'a impacté émotionnellement et j'ai vu directement avec des membres de famille certaines problématiques auxquelles ils ont fait face au niveau des soins de santé, en particulier au Québec. Et l'idée que c'est le système que nous avons créé, donc on peut créer un nouveau système, je pense que c'est fantastique, même si c'est plus difficile en réalité de changer, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est essentiel pour nous de faire ça. En voyant ces personnes ici aujourd'hui qui étaient si engagées pour opérer ces changements, c'est vraiment fantastique. Et c'est très, très touchant. J'ai vraiment apprécié tout ce travail, tout ce sens du sacrifice personnel, toute cette dédication que cela prend pour faire ce type de travail. Et donc, je vais clore cet espace avec quelques mots pour la créatrice. Merci, créatrice. Merci pour l'eau. Merci pour les plantes. Merci pour les arbres. Merci pour ceux qui volent. Merci pour ceux qui nagent. Merci pour ceux qui rampent. Merci pour les fourrures, les animaux à plumes, les animaux à quatre pattes, à deux pattes. Et merci de rassembler tout le monde ensemble aujourd'hui avec un cœur ouvert, avec un esprit ouvert. Aide-nous à voir la beauté, à entendre la vérité. Aide-nous à parler avec gentillesse, avec compassion et à travailler ensemble pour le bénéfice de toutes les communautés. Kuchimigwich, kuchimigwich, kuchimigwich. Merci beaucoup. Si vous souhaitez réfléchir sur quoi que ce soit, je vous invite à le faire, mais je vous remercie.